Alors, mais comme introduit, je travaille dans ce qu'on appelle une agence conseil en économie sociale. C'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement coopératif et associatif. Nous sommes 6 en région wallonne, reconnus par la région, et on est tous impliqués dans les dynamiques de circuits courts. Entre autres, on accompagne des coopératives d'énergie durable, des coopératives immobilières. Mais en tout cas, nous sommes fort actifs aussi sur les ceintures alimentaires. Et donc, on a des missions de la région wallonne de pouvoir accompagner ces dynamiques associatives et coopératives. Alors du coup, aujourd'hui, je vais faire un peu éducation permanente, je vais faire un peu mise à niveau de qu'est-ce qu'une coopérative, ou ce n'est pas une coopérative. En tout cas, c'est vrai que le secteur coopératif est fort visible depuis quelques années. J'ai envie de dire, c'est dans l'histoire du mouvement coopératif, mais émerge le besoin de coopérative quand il y a un manque d'État ou il y a un manque d'initiative entrepreneuriale qui ne répond pas à un besoin du collectif. Et à un moment, on dit on va le faire nous-mêmes. C'est vraiment né des mouvements sociaux du 19e. Et dans sa génétique, il y avait des valeurs d'éducation, de démocratie et de coparticipation. Et donc, depuis, j'ai envie de dire, cette conjoncture de crise, énergétique, alimentaire et autres, les agences conseils ont pas mal de boulot parce que la coopérative est remise sur la table. Faisons-le nous-mêmes, lançons des coopératives, qu'elles soient en production d'électrons verts ou en remettant en place des outils productifs, avec pas pour objectif de répondre à un dividende et à un lucre, mais véritablement de répondre à un besoin. Et donc mon employeur, c'est vrai, j'oublie d'en parler, s'appelle Crédal, et est né de cette même envie de vouloir faire soi-même parce qu'on ne trouvait pas la réponse à une problématique qui était l'éthique dans l'épargne. Dans les années 80, des citoyens comme vous ce soir se sont réunis, on dit on ne trouve pas dans nos banques l'éthique, on n'a pas de transparence sur nos livrets d'épargne. À l'époque, c'était l'apartheid en Afrique du Sud, et des militants se rendaient compte que leurs banques avaient des activités en Afrique du Sud, et donc ils ont dit faisons-le nous-mêmes, faisons-le sous forme coopérative. On a un pouvoir démocratique, l'argent c'est du pouvoir, mais mettons l'argent au service de l'humain et non pas à sa propre fin lucrative. Et donc, avec son petit bonhomme de chemin, la coopérative existe toujours. On a près de 4000 coopérateurs et on a cette agence conseil qui accompagne au développement d'autres coopératives. Alors, derrière le mot coopérative, on entend évidemment le mot de coopération. La coopérative, c'est peut-être la cristallisation de cette coopération, mais on peut faire de très belles choses sans aller jusqu'à la coopérative. Je suis agronome, je travaille beaucoup avec les agriculteurs. Je leur dis aussi, avant de vous mettre en coopérative, essayez de coopérer et voir comment vous pouvez travailler ensemble. Il y a la mutualisation, cette notion de mutualisation. On va mutualiser des moyens financiers, des outils, des services. On va mutualiser des ressources humaines surtout. Donc c'est la grande force du mouvement coopératif. C'est vrai qu'entreprendre seul, on va peut-être plus vite, mais on va moins loin. C'est le slogan du mouvement coopératif. À plusieurs, on peut aller très très loin. Vous avez toutes vos compétences et c'est clair que la coopérative se base toujours sur la puissance de sa base sociale. Et il y a plusieurs études qui ont déjà montré qu'en période de crise, les coopératives sont plus résilientes. Elles sont plus résilientes parce que, d'une part, elles n'ont pas eu la pression des actionnaires de distribuer le bénéfice. Donc souvent, elles accumulent le bénéfice pour pouvoir réinvestir dans le projet, la finalité sociale. Mais en plus, elle a une forte base sociale qui peut se mobiliser. Ces dynamiques collectives, on la ressent fort aussi depuis ce retour après ces crises alimentaires, de vouloir recréer des circuits courts et de s'associer entre consommateurs et producteurs. Ça, en tout cas, c'est quelque chose depuis une dizaine d'années qui est une belle vague du mouvement coopératif. Alors, comment définit-on une coopérative? Il existe les vraies coopératives des fausses coopératives. En tout cas, il y a les coopératives du mouvement qui reconnaissent ces valeurs d'éducation, de mutualisation et de démocratie. Ils font partie d'une alliance internationale du mouvement coopératif, l'ACI. Et ce mouvement coopératif a défini que la coopérative était une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est démocratiquement contrôlée.
Alors, tous les mots ont vraiment leur poids. Hein. Une association autonome de personnes volontairement réunies, ça c'est peut-être au bon souvenir des coopératives paysannes en Angola ou dans les pays du Soviet, où en fait ça servait plutôt à contrôler le peuple. Ils n'étaient pas, je vais dire, volontairement réunis. Donc on est vraiment... Donc voilà, il y a différentes déviances du mouvement coopératif, de même que des coopératives qui n'ont que la forme juridique coopérative, mais qui ont perdu ou qui n'ont pas ces valeurs économiques, sociaux et culturelles. Hein, vous entendez bien que ce n'est pas la définition d'une entreprise qui fait des bénéfices et les redistribue auprès des propriétaires du capital. Hein, donc. Alors, démocratiquement contrôlé, par qui? Par ces coopérateurs. Hein, cet principe de l'ACI, l'adhésion volontaire, donc, pouvoir démocratique, participation économique, autonomie et indépendance, éducation, formation et information. Ça, on sent bien l'ancrage du 19e et des mouvements sociaux. Hein, l'éducation était très importante. Et la coopération entre les coopératives et l'engagement envers la communauté. Je cite ces points parce que le législateur belge a revu le Code des sociétés il y a 2 ans. Ah, ça, on change ça toutes les 3 générations, c'était il y a 2 ans. Hein, on venait du Code napoléonien. Et on a failli supprimer les coopératives. Le législateur s'était dit, hein, comment on définissait une coopérative avant l'ancien Code? La coopérative était une société commerciale à capitaux ouverts. Ça voulait dire qu'on rentrait, on sortait comme on voulait. D'ailleurs, on confond un peu parfois coopérative et crowdfunding. Comme il a failli disparaître, le mouvement s'est fort mobilisé et on a réécrit dans le Code des sociétés tout un livre sur la coopérative et on retrouve les valeurs du mouvement international coopératif dans le nouveau Code. Il s'est renforcé. Il a failli disparaître, mais il s'est renforcé. Alors, une coopérative, c'est avant tout une société. Avant, on parlait de société commerciale. On parle plus la notion de commerce n'est plus dans le Code. En tout cas, elle répond à l'impôt des sociétés. Hein, la SBL répondant à l'impôt des personnes morales. Là, on est à l'impôt des sociétés. Elle est constituée d'une assemblée générale qui rassemble tous les coopérateurs. Mais ça, je reviendrai encore après. Qui va élire un conseil d'administration. Donc, vous entendez, pour la ceinture alimentaire qui est constituée en ASBL, mais on retrouve cette même organisation. Alors, j'ai un petit schéma qui me plaît bien pour comprendre qu'il y a la différence entre une coopérative et une société classique. Hein, voilà, on a toutes les parties prenantes d'une société. Hein, dans le fond, mais pour vous à gauche, j'ai les parties prenantes internes à la structure, hein, et cette partie-ci à droite, les parties prenantes externes. Donc dans une société, hein, on a des actionnaires fondateurs qui vont créer la société, ils vont engager une direction, des salariés, une équipe de collaborateurs. On est dans les parties prenantes internes de la société. Et cette société fait du commerce avec des fournisseurs de biens et de services, elle fait du commerce avec des clients, et il y a les pouvoirs publics, locaux, régionaux, fédéraux, la société civile et ses créanciers. La particularité de la coopérative, c'est d'internaliser un acteur externe dans la coopérative, dans sa gouvernance. Par exemple, moi je suis agronome, je travaille beaucoup avec les agriculteurs, donc historiquement, en agriculture, les fournisseurs, c'était les agriculteurs, étaient propriétaires de leur coopérative pour pouvoir mutualiser, transformer et commercialiser ensemble. Hein, on produisait du lait, des céréales en famille, dans la ferme familiale, et ce lait, ces céréales partaient à la malterie coopérative ou à la meunerie coopérative. Il y avait une grosse boulangerie dans la région du Hainaut en 1920 qui était sous forme coopérative. Et donc on avait une coopérative qu'on appelait de producteurs. Les heures de gloire du mouvement coopératif belge, et nos grands-parents étaient tous coopérateurs, c'était les coopératives de consommateurs.
Donc ça datait du mouvement ouvrier. Ayons un contrôle sur l'alimentation, la fourniture. D'ailleurs, il reste des coopératives de consommateurs auprès de certaines pharmacies, Familia, ce sont des coopératives qui sont nées de ce désir de consommateurs de dire organisons nous-mêmes en amont la distribution. Et maintenant, on voit de plus en plus des différents acteurs qui peuvent rentrer dans la coopérative. On appelle ça les coopératives multi-acteurs, multi-parties prenantes. On peut, un pouvoir public, une commune ou un CPAS peut rentrer dans une coopérative, si elle veut avoir une dynamique locale. D'ailleurs, les Français, ils ont créé il y a une dizaine d'années des coopératives d'intérêt collectif, où il y a 3 chambres, dont une chambre qui est déléguée aux pouvoirs locaux. La société civile, les associations peuvent rentrer dans une coopérative. Elles peuvent être coopératrices. Elles peuvent acheter des parts dans la coopérative. Là, je n'ai pas entouré les créanciers, mais par exemple, Crédal, qui fait du crédit, peut rentrer dans des parts de coopérative. Et donc, on a tous ces acteurs qui peuvent rentrer dans la coopérative. Et ce que je veux vous éveiller, c'est que c'est là que commence à être réfléchie la gouvernance de la coopérative. On lui donne des étiquettes, coopératives de producteurs, de consommateurs. Il y a aussi des coopératives de travailleurs, moins développées chez nous. En France, on entend qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont reprises par ces travailleurs. Donc, chez nous, il y en a une qui est quand même, qui fait plus de 30 000 coopérateurs, c'est la Smart, qui était en ASBL et qui a basculé en coopérative. Donc, c'est une coopérative de travailleurs. Mais par exemple, chez Crédal, on a un fournisseur informatique qui est une coopérative de travailleurs. C'est une trentaine d'informaticiens. Ils sont mis en coopérative, ils sont salariés et ils ont une gouvernance démocratique. Et donc, c'est une manière aussi de militer, de dire, tiens, dans l'entreprise, on peut y avoir de la démocratie. Et donc, je vous parle de tout cela, car je pense que c'est tout un travail qu'on doit réfléchir en amont, avant de créer la coopérative, sur la bonne gouvernance de cette coopérative. Et il faut bien comprendre les parties prenantes qui vont rentrer dans la coopérative. Depuis une dizaine d'années, les circuits courts, les coopératives de circuits courts, ce n'est pas uniquement des producteurs qui se rassemblent et qui disent on va faire une meunerie et on va distribuer. Ce n'est pas uniquement des consommateurs qui disent on va avoir une maîtrise sur la distribution. On trouve les coopératives de circuits courts qui sont multi-acteurs prenants. Multi-acteurs. On a des producteurs, des consommateurs, on a éventuellement les pouvoirs locaux, on a l'associatif qui se mobilise pour pouvoir mettre en place ces coopératives. Alors, à côté d'un agriculteur qui va créer sa coopérative avec d'autres agriculteurs en disant on aura une maîtrise sur le prix, on aura une maîtrise sur la plus-value de la transformation alimentaire, parce qu'en fait, on est en train de découvrir, l'alimentation, ça se transforme. Il y a souvent une production primaire qui est à la ferme, une première transformation, une deuxième transformation. Même avec la légumerie, vous êtes en train de créer un outil de transformation. Si vous mettez des consommateurs ou des citoyens, des pouvoirs locaux, ils pourraient avoir des antagonismes ou des facteurs assez clivants sur les attentes des uns et des autres. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir en amont sur la gouvernance de la coopérative. Il faut pouvoir ancrer vraiment un ADN de discussion, de collaboration, de transparence et peut-être réfléchir à différents types de parts. C'est la particularité de la coopérative, c'est qu'on peut émettre des parts de types et de valeurs différentes qui donnent des droits et des obligations différents. Alors je vais illustrer par la suite avec l'un ou l'autre projet. En tout cas, toute cette gouvernance doit être écrite dans j'ai envie de dire qu'il y a 3 délivrables, il y a 3 documents. C'est les statuts qui doivent répondre au Code des sociétés. Les statuts, vous allez les préparer. Enfin, on va travailler sur la gouvernance. On va élaborer avec un bureau notarial ces statuts. Et le jour où vous allez chez le notaire, en fait, vous faites l'assemblée générale constitutive. C'est là où tous les fondateurs sont présents. On va faire une première assemblée générale. D'ailleurs, il y aura un PV d'assemblée générale. Vous allez élire un conseil d'administration. L'assemblée générale, c'est quoi? J'appelle ça un peu le Parlement. Elle est souveraine, elle peut défaire et faire le conseil d'administration, et le conseil d'administration, c'est un peu le gouvernement. C'est lui qui va devoir mener les actes quotidiens
pour pouvoir mener à bien l'objet et la finalité sociale de la coopérative. Donc il faudra préparer, avant d'aller chez le notaire, qui est prêt à être au conseil d'administration, et éventuellement, s'il y a différents types de parts, on peut imaginer que les parts A, qui soient les agriculteurs ou les fournisseurs, je dis ça comme ça, c'est à débattre entre nous, envoient 2 administrateurs, alors que les parts B, qui sont les consommateurs ou les citoyens, on envoie 3, les pouvoirs... Voilà, il y a moyen, on peut être égalitaire, mais il y a moyen d'être un peu plus égalitaire qu'un autre groupe. De même qu'on peut mettre des formes de veto. Je l'illustrerai avec une autre coopérative en fin de présentation. Alors, les statuts, c'est un peu la carte d'identité de la structure, plus son mode d'emploi brut, quel est son nom, qui l'a constitué, quels sont les types de parts, quelle est sa finalité, son objet, son but. Et après, comment fonctionne l'AG, comment fonctionne le CA. À côté, il y a un autre document qui est le règlement d'ordre intérieur, où on va mettre les choses un peu plus compliquées, qui changent plus facilement. Peut-être les règlements de fourniture en légumes, on va redéterminer un peu, tiens, s'il y a le rôle des administrateurs plus précisément. Donc le règlement d'ordre intérieur, il est plus souple que les statuts, car quand on change de statut, on doit aller devant un bureau notarial, on doit payer, alors que le ROI, on le vote en AG entre nous et il est géré en interne. Et éventuellement, on peut mettre aussi une charte. Alors ces documents, ça vous permet aussi de... j'ai dit que la coopérative était peut-être porte ouverte, en tout cas elle a l'état d'esprit de faire rentrer qui souhaite rentrer dans la coopérative, mais il faut évidemment qu'ils respectent la charte, le ROI et les statuts. Ils s'y engagent, et c'est comme ça que vous pouvez éventuellement refuser des personnes qui ne seraient pas dans la philosophie de la coopérative. Alors, il y a le modèle économique aussi de la coopérative qui est tout à fait... qui peut se faire sur une toute autre lecture. Allez, hop, on va mettre des marques que vous connaissez, en plus je suis filmé. Vous connaissez Danone, vous connaissez Ferbel qui est né justement de ces crises laitières de 2009, sous forme coopérative. Mais ils ont des modèles économiques différents. Quand on lit le compte de résultat d'une entreprise, on a envie de regarder tout de suite sa marge bénéficiaire. Elle fait un chiffre d'affaires, elle vend du lait. De ce chiffre d'affaires, elle va retirer les charges variables. Les charges variables, c'est qu'est-ce qui varie comme charge selon les volumes. Donc les charges variables pour Danone, c'est le lait qu'elle achète dans les fermes. Elle va retirer les charges fixes, les salariés, les investissements, et là, sa marge bénéficiaire. Et son objectif, c'est de redistribuer cette marge bénéficiaire auprès des propriétaires de la société. La coopérative va avoir un tout autre objectif. Si Ferbel, c'est de maximiser le profit des fournisseurs et des agriculteurs, ça veut dire que les charges variables vont être élevées, alors que Danone va essayer d'écraser les charges variables et fixes pour avoir maximisé le bénéfice. Au contraire, la coopérative d'agriculteurs va essayer de maximiser le prix du lait et les charges variables. Donc, quand on est, par exemple, une coopérative de crédit comme Crédal, on a une autre lecture d'un plan financier qu'une banque classique. On va regarder quelle est la finalité, si la coopérative atteint ses objectifs sociétaux ou pour ses coopérateurs, et c'est une toute autre grille de lecture. D'ailleurs, dans vos statuts, vous allez devoir un peu préciser qu'est-ce que vous faites des marges bénéficiaires. Dans quelle mesure vous payez le capital, dans quelle mesure éventuellement vous pouvez payer les travailleurs de la coopérative. D'ailleurs, avec Jean-Yves et Benoît qui nous a rejoints, on a été en France voir des coopératives françaises. Elles sont très militantes et en fait, le bénéfice de la société, c'est écrit noir sur blanc que même les travailleurs ont droit à une partie du bénéfice. Il y a certaines coopératives qui réinvestissent le bénéfice dans des projets sociétaux. Donc voilà, on a ressenti une forte militance, en tout cas dans ces coopératives de circuit court. Il y a une notion qui existe aussi dans les coopératives, qui peut être appliquée et qui est assez fréquente dans le secteur agricole, c'est la ristourne. La ristourne, c'est de redistribuer le bénéfice,
non pas au propriétaire du capital, mais au prorata des volumes échangés. Donc on va dire, par exemple, Ferbel, hein, le prix du lait est à 35 centimes achat à la ferme. Ferbel va dire, bon, ben, on vous propose 40 centimes, et en fin d'année, s'il reste du bénéfice, on va voir si on peut rajouter 2, 3, 4 centimes au litre. Hein, et donc cette ristourne se fait au prorata des volumes. Elle se fait avant imposition. Hein, l'État n'y perd pas, hein, parce qu'il imposera dans les fermes. Et donc ça se fait avant imposition. Donc qu'une coopérative n'ait pas vraiment de bénéfice, ce n'est pas un problème pour le secteur coopératif. C'est peut-être même le but. Donc ça demande d'autres lunettes de gestion, quoi. Alors, une particularité évidemment de la coopérative, hein, c'est son financement aussi. Elle se base sur ses usagers pour pouvoir capitaliser la coopérative et donc prendre des parts. Donc, hein, l'introduction de la soirée, on vous a dit, tiens, on va créer une coopérative, en tout cas, si vous voulez la soutenir, vous pouvez prendre des parts. Et elle sera ouverte à tout soutien. Et donc, qu'est-ce que cet argent, elle va servir à quoi? Ben, elle va servir à faire fonctionner l'entreprise. L'entreprise a besoin de capitaux pour investir. Hein, les machines de découpe et de nettoyage de légumes. Elle a besoin de trésorerie pour pouvoir acheter les stocks de légumes. Donc, elle va le faire sur ses fonds propres. Alors, quel est le risque de ces parts? Ben, c'est une action. D'ailleurs, dans le Code des sociétés, on ne parle pas de parts de coopérateurs, on parle d'action. Donc, c'est comme une action. Le risque, c'est que s'il y a banqueroute, ben, vous risquez de perdre l'action. Ben, sachez que s'il y a banqueroute, il n'y aura jamais un huissier qui va aller chez vous pour vous réclamer plus. Hein, le risque, c'est la somme que vous avez mis dans la coopérative. Est-ce que vous pouvez récupérer les parts de la coopérative par la suite? Ben ça, c'est ce qu'on va mettre dans le règlement d'ordre intérieur. Comment récupérer ces moyens financiers? Hein, sous quel calcul? Est-ce que la part reste nominale ou est-ce qu'elle reflète le bilan? C'est tout ce travail-là que je peux faire avec vous. De réfléchir en amont, tiens, on capte de l'épargne, on l'utilise, et puis cette personne qui a mis de l'argent dans la coopérative, s'il a besoin de la récupérer, on doit pouvoir mettre en place un système qui récupère cet argent. Donc c'est une manière de mobiliser de l'argent un certain temps, pas quelques semaines, hein, on parle d'années, pour un projet. Alors, le nouveau code des sociétés, je vous en ai parlé en introduction, bon, peut-être un détail, mais sur certains ont peut-être déjà créé la bonne vieille SPRL familiale belge. Je vais vous apprendre qu'elle n'existe plus. C'est la SRL. Et à l'époque, il fallait 18 500 € pour créer une société SPRL ou une société coopérative. Cette notion de capital de départ n'existe plus. Hein, le capital qu'on doit apporter pour la création de la société doit refléter la mobilisation de capitaux. Hein, si vous faites beaucoup d'investissements, mais il y a un ratio de solvabilité qui va devoir montrer que vous avez assez d'argent pour pouvoir le faire. Voilà. Le législateur a simplifié parce que cet argent permettait de rassurer les personnes qui font du négoce avec la société et de dire tiens, il y a des capitaux. Et comme il y a beaucoup de sociétés qui font du service, hein, comme moi je vends des PowerPoint, voilà, j'ai pas besoin d'investissement. Donc on n'a pas besoin de capital de départ. Je simplifie. Alors, une grande force, je vais dire, dans le nouveau code des sociétés pour les mouvements coopératifs et qui la différencie de toutes les autres sociétés, c'est que la coopérative, maintenant, elle a une finalité et elle a un but. Elle a un objet, ça c'est le métier, mais le pourquoi le fait-on et le quoi est important dans les statuts. Donc vous pouvez parler de votre relocalisation alimentaire, vous pouvez parler du souhait de systèmes alimentaires qui rétribuent tous les acteurs de la chaîne. C'est à ancrer maintenant dans les statuts. Ça a du sens, c'est même obligatoire, le secteur coopératif a demandé de le mettre. Alors, dans le Code des sociétés, il existe 3 agréments. Hein, il y a la coopérative classique, qui est une sœur jumelle de la SARL.
La seule différence, c'est qu'elle a une finalité, elle a un but, mais elle peut distribuer autant de dividendes qu'elle le veut, et les parts ne sont pas spécialement démocratiques. Dans l'esprit coopératif, normalement, c'est un coopérateur une voix, une coopératrice une voix, donc ce n'est pas au prorata du nombre de parts qu'elle a, mais une personne, c'est une voix. Dans la coopérative classique, mais je pense qu'elle va être peu utilisée, elle n'a pas beaucoup de sens, toutes ces notions-là ne sont pas présentes. Par contre, dans la coopérative agréée CNC, donc vous faites une demande pour être agréé, être reconnu par vos pairs, le CNC étant le Conseil national de la coopération, c'est un conseil qui a créé la CI, dont je vous ai parlé au niveau international. C'est les coopératives qui défendaient les valeurs coopératives, qui sont rassemblées, qui ont créé un agrément. Il y a une série de principes qu'on doit avoir dans vos statuts qui permet d'être reconnu comme une coopérative CNC. Le dividende est limité à 6%, la démocratie est présente, un coopérateur ne peut pas avoir 10% de voix, ou alors vous décidez qu'un coopérateur n'a qu'une voix. C'est un crédal, on touche à de l'argent, on pense que c'est super spéculatif, on a la finalité sociale, et les coopérateurs n'ont qu'une voix, il y en a qui ont 1,5 million, il y en a qui ont 50 €. Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit. Donc tu ne reçois pas un jeton de présence parce que tu es administrateur. Ce qui ne veut pas dire que si tu fais des activités opérationnelles pour la coopérative, tu peux être rémunéré. C'est comme ça qu'on a des coopératives de circuit court dans nos ceintures alimentaires, ou des agriculteurs qui sont coopérateurs, voire administrateurs, mais ils peuvent aussi travailler à la caisse ou à la journée, où ils ont des missions dans la coopérative. Mais alors c'est des missions cadrées, c'est l'Assemblée générale qui va voter les niveaux de rémunération. On est dans la transparence. Vous connaissez une coopérative qui rassemblait les pouvoirs publics à Liège, qu'on a beaucoup parlé, ils étaient en coopérative. Toutes ces notions n'y étaient pas, ils n'étaient pas agréés CNC. Alors, voilà, j'ai fait à peu près le tour des conditions de l'agrément CNC. Il y a un autre agrément qui est l'agrément entreprise sociale. Alors, j'en parle parce que je pense qu'il va y avoir du débat, de dire, tiens, on a agréé CNC, on va vers l'agrément entreprise sociale. Alors, l'agrément entreprise sociale, elle s'appelait avant finalité sociale. Je parlais un peu, j'ai le temps d'expliquer un peu le contexte. Elle avait été créée, cette coopérative à finalité sociale, dans les années 90. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que dans les années 80, crise du chômage, pas mal de citoyens mettent en place des solutions d'aide à l'emploi pour les personnes peu qualifiées, ce qu'on appelle maintenant l'économie sociale d'insertion. Souvent, ils l'ont fait en ASBL. ASBL qui avait des difficultés de se financer, qui ne savait pas rassembler des capitaux comme une coopérative, qui ne savait pas avoir facilement d'emprunt bancaire. Et donc, par rapport à ces mouvements d'aide à l'emploi, les groupes terres, je connais moins dans le Tournaisie ce qui existe, je connais la ressourcerie Le Carré, qui fait partie de cette famille de l'économie sociale d'insertion. Le législateur s'est rendu compte qu'il y avait quand même un fossé entre la coopérative CNC ou classique et la SBL, mais qu'il y avait tout l'intérêt de rassembler des capitaux avec la coopérative. Donc ils avaient créé la coopérative à finalité sociale, mais qui en réalité avait un but de créer de l'emploi pour des personnes peu qualifiées, et les régions avaient créé des aides à l'emploi pour ces entreprises à finalité sociale. Et il s'est passé que les mouvements citoyens qui ont voulu qui ont voulu faire une transition énergétique, une transition alimentaire, des caisses coopératives éthiques et autres, ont utilisé cette forme de coopérative à finalité sociale. Et donc on l'a fait évoluer vers entreprise sociale, et elle a un but, je veux dire, sociétal. Donc, ma coopérative d'agriculteurs qui font un faire-belle, ils vont peut-être se donner un objectif, c'est de répondre à des besoins de leurs coopérateurs, c'est-à-dire les agriculteurs. L'entreprise sociale, elle a un autre objectif qui est plus large, c'est toute la société. Elle ne répond pas aux besoins de ses coopérateurs, mais elle répond à des besoins sociétaux. Et donc, dedans, on y entend évidemment l'environnement, l'accès à l'alimentation. Et alors, l'enrichissement personnel est tout à fait cadenassé dans l'entreprise à finalité sociale. La part ne prend pas de valeur.
si le bilan gonfle, hein, votre action Yahoo gonfle, hein, ou Amazon, là, dans la coopérative entreprise sociale, elle ne gonfle pas. Par contre, elle a un risque de dégonfler si jamais vous faites des pertes. Elle peut remettre un dividende, hein, au même titre que le CNC, qui est plafonné selon un arrêté à 6%. C'était déjà 6% dans les années 70, alors qu'on avait une inflation de 10%. Hein, aujourd'hui, 6%, c'est pas mal. Après, c'est un arrêté qui est derrière, hein, donc les règles humaines peuvent changer. Hein. Autre contrainte, c'est que si vous arrêtez la coopérative, vous remboursez les parts aux coopérateurs, vous payez vos dettes, et qu'il reste un bonnet de liquidation, il reste des sous dans la coopérative, au même titre qu'une ASBL doit le faire, le bonnet de liquidation ne peut pas être redistribué. Il doit être transmis à une structure qui a la même finalité sociale. Alors, ça reste intéressant. Parce que ça peut être aussi une stratégie de dire je vise l'entreprise sociale pour empêcher toute spéculation. Je ne sais pas si vous connaissez la coopérative Terre en Vue qui achète des terres agricoles. J'étais fort actif dans sa création et son administration pendant 10 ans. Mais on voulait retirer les terres agricoles de la spéculation et les retirer du marché. Que sait-on de la coopérative dans 10 ans, dans 20 ans ? Si on ne s'était pas engouffré dans l'entreprise sociale, il aurait pu y avoir un putsch, des coopérateurs dans 10 ans revendent les terres et se redistribuent les terres qui ont doublé depuis nos premiers achats. Hein, moi, j'ai été fort marqué à Louvain-la-Neuve où les étudiants avaient créé une coopérative, un magasin coopératif, la CIDEC, qui, 15 ans, 20 ans plus tard, était devenu un proxy de l'ES, quoi. Donc, si tu ne bétonnes pas ta finalité et les manières de la protéger, ben, c'est les qualités et les défauts d'une démocratie, c'est qu'elle va faire changer les choses au fur et à mesure, quoi. Et donc, cet agrément permet de cadenasser la finalité, l'objet et limiter le lucre. Alors, pour créer une coopérative, entre l'idée et les statuts déposés au bureau notarial, ben, il y a toute une préparation en amont. Hein, c'est une longue préparation, c'est comme quelqu'un qui va se lancer comme indépendant, hein, il va devoir préparer toute cette activité-là, hein, ou une maraîchère qui va s'installer. En tout cas, il faut bien décrire les missions, les visions, les valeurs et la gouvernance de la structure, bien travailler son modèle économique, son plan financier, son montage financier, bien connaître ses parties prenantes, son marché, ses clients. Et donc, comme on a des objectifs d'essayer d'avoir cette légumerie pour le mois de septembre, on va travailler avec la SBL au préalable pour pouvoir bien préparer cette coopérative, son modèle économique, ses statuts, sa gouvernance, son montage financier. Alors, quand j'ai rencontré la Ceinture, j'ai parlé d'une expérience. Ils ont dit « Ah tiens, mais c'est très inspirant ce que tu nous expliques là-dessus. Hein, » c'est une des coopératives qui a émergé, elle est née il y a 10 ans. Pourtant, le nom Agricovert existe depuis 12 ans. Cette coopérative, on a d'abord testé son activité avant de la lancer, parce que la marche est un peu élevée. C'est une société, c'est une PME, hein, une coopérative. Au même titre qu'il existe depuis une quinzaine d'années des tests pour indépendants, des gens qui veulent se lancer comme indépendants peuvent se tester, c'est de tester cette coopérative. Et donc pendant plus d'1 an, on a utilisé le numéro de TVA d'une autre coopérative pour vendre des paniers de légumes. Ça nous a permis de créer de la cohésion avec les agriculteurs qui croient en notre projet. En fait, je suis issu de l'ASBL Crabe qui formait des agriculteurs bio. Hein, et c'est avec Auchoul-Chantraine qui devait peut-être venir aujourd'hui qu'on a imaginé cette coopérative. Le fait qu'il y avait du commerce, les agriculteurs venaient. Et c'est comme ça qu'on a commencé à les entraîner dans le projet coopératif. Le fait d'utiliser le numéro de TVA d'une autre coopérative, on avait créé un autre numéro de compte, hein, et on avait un comptable qui suivait le truc, nous a permis aussi de modéliser le modèle économique, d'affiner nos prix, de connaître nos marges et connaître le seuil de rentabilité. Et une fois que la gouvernance et le débat avec les agriculteurs étaient bons,
Une fois qu'on avait un plan financier, un montage financier, et qu'on avait déjà des ressources financières, parce qu'on avait déjà fait du commerce, on a pu appuyer sur le bouton et aller chez le notaire et lancer l'activité. Et avec les agriculteurs, on a créé 2 types de parts. Ils étaient fondateurs, on voulait véritablement que ça soit une coopérative aux mains des agriculteurs, on voulait que les agriculteurs se réapproprient ces outils de commercialisation. Ils étaient une vingtaine au départ, et les consommateurs, ils peuvent vite être 100, 200, 300, je crois qu'il y en a 500 ou 600 aujourd'hui. Donc on a créé des parts A, agriculteurs, et des parts B, consommateurs. Alors, on a décidé que, par exemple, à l'Assemblée générale, lorsqu'il y a un vote, il faut qu'il y ait une majorité de votes pour faire passer une résolution. On fait voter les A plus les B. Il y a une majorité, OK, on fait un deuxième vote, on fait voter les A. Donc en gros, les agriculteurs ont une capacité de blocage. J'étais toujours avec la CIDEC qui était devenue un proxy de l'aise. On avait peur que dans 20 ans, avec les 500, les 1000 consommateurs, ça devienne un magasin de bio hard discount et non plus un outil de relocalisation et de dynamique territoriale. Donc, il y a moyen, par rapport aux parties prenantes que je vous ai expliquées tout à l'heure, de réfléchir au type de part qu'on peut mettre et de trouver des mécanismes pour pouvoir garantir la finalité, l'objet de la coopérative. Voilà.